Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence en ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le président de la Fondation Charles de Gaulle que nous avons le plaisir de recevoir, mais c'est aussi l'écrivain Hervé Guémard. Un écrivain qui est en outre un très grand connaisseur, un connaisseur même exceptionnel de l'œuvre du général de l'œuvre, bien sûr, mais de l'œuvre écrite en particulier. Je rappelle que vous avez préfacé deux rééditions extrêmement importantes, l'une du Fil de l'épée, l'autre de la Discorde chez l'ennemi, chez Perrin, il y a quelques années. Et la France et son armée. Et la France et son armée, qui ont été augmentées d'une très longue préface, qui, à mon avis, ne sont pas que des préfaces et pourraient tout à fait servir à une histoire générale de l'entre-deux-guerres. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et puis, comme écrivain, vous avez votre dernier ouvrage, est passionnant. Et si vous voulez bien qu'on en parle, je serais assez heureux parce que c'est la biographie de quelqu'un d'exceptionnel et de peu connu, et vous aider à le faire connaître, qui est Bernard Fall. Grand gaulliste, grand résistant, grand écrivain, journaliste de talent. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire plus sur lui ? Oui, effectivement, c'est un livre que j'ai publié maintenant il y a une année et qui concerne cette belle figure de Bernard Fall, qui fut un valeureux, qui naquit à Vienne, en Autriche, en 1926, dans une famille juive originaire de Galicie, et qui mourut au Vietnam en février 67, puisqu'il accompagnait un peloton d'US Marines au nord de Da Nang, dans ce qu'on appelle la rue Sans Joie, et il a sauté sur une mine pendant cette patrouille. Donc une vie courte, mais dense et assez formidable. Alors, comment j'ai rencontré cette figure? Bon, il se trouve que pour des raisons diverses, et pas du tout familiales d'ailleurs, j'ai toujours été passionné par l'Indochine et le Vietnam. Pas seulement par les guerres qui ont martyrisé ces pauvres peuples, mais tout simplement par cette civilisation qui m'a toujours fait rêver. Et puis, comment dire, ce gâchis qu'a été ces guerres, qu'ont été ces guerres d'Indochine. L'influence de Malraux n'y est peut-être pas pour sans rien, doute, voilà, on peut le dire. Malraux, oui, oui, Malraux. Et puis, tous ces rendez-vous manqués, ce livre d'un autre grand gaulliste que fut Jean Saint-Denis, qu'il a publié après la guerre, qui s'appelle Histoire d'une paix manquée, et qui revient sur ces années charnières 45-46. Bref, j'ai toujours été passionné par l'Indochine et le Vietnam. Et quand on est passionné par l'Indochine et le Vietnam, on connaît l'œuvre de Bernard Fall, parce qu'il est l'auteur d'une dizaine de livres, pour la plupart traduits en français, puisqu'il vivait aux États-Unis quand il les a écrits. Et puis un jour, il y a quelques années, je trouve un livre de Bernard Fall que je n'avais pas dans cette édition-là, chez un bouquiniste au bord de la Seine, et je vois sur la 4e de couverture Bernard Fall, spécialiste de l'Asie, professeur à l'université de Howard à Washington, virgule, après avoir été résistant en Savoie, en Haute-Tarentaise et en Haute-Maurienne. Donc évidemment, mon sang de Savoyard n'a fait qu'un tour, et je me dis, mais qu'est-ce que cet universitaire, avec cette photo sépia des années 60, avec ses lunettes type sécurité sociale britannique, bref, une sorte de Kissinger qui serait mort trop jeune, qu'est-ce que ce Bernard Fall-là a à voir avec ma Savoie natale? Et donc c'est comme cela, je connaissais l'œuvre, et c'est comme cela que je me suis intéressé à l'auteur, qui a une vie absolument formidable. Et vous avez enquêté, c'est une véritable enquête policière que vous avez menée pour retrouver des gens qu'il a connus, ses proches, sa famille. C'est-à-dire que le livre, délibérément, n'est pas une biographie scientifique, qui reste d'ailleurs à écrire. Alors, des chercheurs récents ont fait référence à ces travaux, mais il n'y a pas de biographie scientifique de Bernard Fall. Je n'ai pas écrit une biographie scientifique de Bernard Fall. Il n'y a pas de notes en bas de page, même s'il y a en annexe toutes les références pour vérifier tout ce que j'ai écrit, puisque tout est vrai dans ce livre. Ça pourrait être un roman et se lire comme un roman, mais tout est vrai. Et donc j'ai voulu, en racontant cette vie incroyable, également raconter mon enquête
C'est ça. C'est ça qui est raconter passionnant. mon enquête, puisque d'abord, j'ai fait un travail de recherche d'archives très important. Et ce qui est toujours émouvant, mais ça les historiens le savent, c'est que dans beaucoup d'archives, j'ai été le premier à ouvrir le dossier, premier à ouvrir le dossier Bernard Fall au service historique de la Défense au château de Vincennes, premier à ouvrir son dossier de naturalisation dans la nationalité française aux archives nationales, deuxième après Serge Klarsfeld à avoir ouvrir les archives de la rafle des Juifs de Nice du 26 août 42 aux archives départementales des Alpes-Maritimes. Et là, je n'étais pas le premier, mais je suis allé aussi à Boston, où son épouse a versé toutes ses archives à la John Fitzgerald Kennedy Library. Donc, un travail d'archives, des voyages en Ukraine, berceau de la famille, un petit village. C'est l'Ukraine polonaise. C'est une Ukraine qui était austro-hongroise quand sa mère y est née, qui est devenue polonaise entre les deux guerres, qui s'est retrouvée dans l'escarcelle de Staline après le pacte germano-soviétique quand la Pologne a été divisée en deux et qui est demeurée ukrainienne après la guerre. Donc je suis allé dans ce village qui s'appelle Mostivielki, au nord de Lemberg, Lvov, selon les occupants, si je puis dire. C'était très émouvant. Donc c'est un shtetl de Galicie dont la moitié de la population était juive quand sa mère y est née, et il ne reste évidemment aucune trace de cette communauté juive qui a été exterminée par la Shoah par balle en 1943 par les nazis. Il ne reste plus que le vestige d'une synagogue qui a été brûlée. Donc c'est là le berceau de la famille. Vienne, où il est né et où il a grandi. Paris, où il est arrivé en 1938, parce qu'il avait une tante qui vivait, qui avait une librairie aux Champs-Élysées, au 152 avenue des Champs-Élysées. Nice, où la famille s'est réfugiée en 40-42. En 42, il rentre dans la résistance. Il a 16 ans, après que sa mère et sa petite sœur soient raflées. Sa petite sœur sera sauvée, mais sa mère périra à Auschwitz quelques semaines plus tard. J'ai tous ces renseignements grâce à Serge Klarsfeld qui m'a ouvert ses archives. Et donc, à 16 ans, le jeune Bernard Fall rentre dans la résistance, donc d'abord dans les Alpes-Maritimes, ensuite en Savoie. Donc, il participe à la libération de la Savoie. Donc là aussi, j'ai retrouvé la maison dans laquelle il avait habité au bord du lac du Bourget, grâce à une recherche compliquée, mais fructueuse. Et puis ensuite, les États-Unis. Donc, je suis allé aux États-Unis. J'ai eu la chance de retrouver sa femme, qui est toujours vivante, qui a plus de 90 ans, Dorothy, qui est une femme absolument exceptionnelle et qui a écrit une très bonne biographie de son mari, parue il y a quinzaine d'années, laquelle biographie m'a ouvert des pistes que j'ai pu creuser et approfondir. Donc voilà, c'est une très belle vie et c'est vraiment la vie d'un valeureux, très attaché à la France, puisque en fait, après la guerre, donc en 1945, après la libération de la France, il est dans l'armée française puisqu'il s'est engagé. Il sera démobilisé qu'en 1946. Il contemple l'étendue du désastre. Son père a été fusillé par les nazis. Sa mère est morte à Auschwitz. Et il y a 10 autres membres de sa famille, cousins, oncles et tantes, grands-parents, qui ont été exterminés par les nazis. Donc, il est avec sa petite sœur à Paris. Sa tante, sœur de sa mère, et son oncle, qui lui est un Français, breton, ont survécu. Et donc, en 1945, il a exactement 19 ans. Et c'est un homme qui a vécu des épreuves inouïes, très ardent au travail. Et là, il a une opportunité absolument incroyable. C'est que comme il parle allemand, puisque c'est sa langue maternelle, il est recruté par les Américains pour être traducteur au procès de Nuremberg. Donc il va traduire les propos des bourreaux de ses parents et de sa famille. Il part à Nuremberg pendant 2 ans, il revient en France en 1949, il est naturalisé français, il commence ses études à la Sorbonne,
Et comme les Américains ont repéré l'élément de valeur, ils le recontactent pour l'embaucher, pour être dans les services civils d'occupation américains en Bavière. Il est tellement bon qu'on lui donne une bourse pour aller aux États-Unis, et il arrive en 51 et il fait sa vie aux États-Unis. Donc, comme universitaire. Comme universitaire, et il gravit tout de suite tous les degrés universitaires. Il devient un spécialiste reconnu de l'Indochine puis du Vietnam, et puis il fait sa vie. Il épouse Dorothy, avec laquelle il aura 3 filles. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi, et je me suis posé la question, mais pourquoi il se consacre à l'Indochine et au Vietnam? Alors, il y a 2 explications. Il y en a une qui est assez rationnelle, c'est que quand il fait un semestre d'été, parce il est très ardent au travail, donc l'année universitaire ne lui suffit pas, et donc l'été 52, il fait un semestre, et son maître de stage lui dit, écoutez, voilà, il se passe des choses en Indochine, parlez français, on ne sait pas trop ce qui se passe ici, faites-moi un mémoire sur la guerre d'Indochine française qui est en train de se dérouler. Et en un mois, il fait un mémoire tellement brillant que cet universitaire l'engage dans son université pour devenir le responsable de l'Asie du Sud-Est. Et il est très lucide sur ce qui se passe. Ah, il est très lucide. Quand les Américains remplacent les Français, après leur avoir savonné la planche copieusement, au Vietnam, il est à leur côté, il leur explique que ça ne va pas. Oui. Et que la politique qu'ils suivent n'est pas bonne. Alors, très prémonitoire. C'est un type assez fascinant parce que, d'abord, c'est un militaire. Et il s'est toujours considéré comme un militaire. Il a porté il a été dans le maquis, donc il connaît ce qu'on appelle la guerre révolutionnaire et la contre-insurrection. Et il devient un des théoriciens, d'ailleurs, de ce qu'on appelle la contre-insurrection, avec un autre Français qui a été récemment sorti de l'oubli par le général Pétrus il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, qui s'appelle David Galula, qui était un Français de Tunisie. Mais ceci est une autre histoire. Donc, il vit la guerre. Donc, le bruit d'une mitrailleuse, le bruit mat d'un mortier ne l'effraie pas, parce qu'il a connu la guerre. C'est ensuite un historien avide de tout. Et quand je dis historien, il s'intéresse au peuple, il s'intéresse à l'histoire, à la géographie, à l'économie. J'ai retrouvé dans ses cartons d'archives à Boston des monceaux de documentation dans tous les domaines. Donc c'est vraiment un esprit universel, et il a un grand courage intellectuel. Et très rapidement, quand l'engrenage américain commence, il dit aux Américains, tenez compte de ce qu'ont vécu les Français, et en gros, attention, nous sommes dans une impasse. Ça c'est extrêmement important, à tel point d'ailleurs qu'il est suspecté d'être un agent français par le FBI. Et sa femme découvrira des décennies après sa mort qu'ils étaient sous écoute téléphonique. Parce qu'il n'était pas dans le mainstream. Voilà, de 58 à 65, ils sont sous écoute téléphonique. Ils sont suivis, enfin, il est suivi. Edgar Hoover le fait suivre parce qu'il considère que c'est un espion français. Et finalement, ils se rendent compte que c'est pas vrai. Donc, ils arrêtent. Et d'ailleurs, quand il est mort en 67 sur cette mine, à l'époque, notamment, il y a un hommage qui est rendu à Paris, et Jean Lacouture, qui le connaissait bien, dit, au moment où je parle, nous ne connaissons pas exactement les circonstances précises de sa mort, ce qui veut dire qu'on subodore qu'il a pu être assassiné, et que l'accident n'est pas un accident. En réalité, c'était un accident. Enfin, mais à l'époque, comme il avait été une figure controversée, certains se demandaient s'il n'y avait pas eu un règlement de compte. Mais j'ai cherché partout, j'ai trouvé aucune preuve de cette allégation, donc je n'ai pas versé dans le complotisme. Voilà. Alors, la vie de Bernard Fall est un roman, celle du général, davantage encore, et un roman historique. On a souvent dit, je pense notamment à Dominique Deroux dans son très bel essai de 67, l'écriture de Charles de Gaulle, que la manière d'écrire de Charles de Gaulle était inséparable de son engagement politique. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est Mauriac, je crois, qui a dit que c'est un grand écrivain latin de langue française. Voilà.
puisque c'est vrai que c'est un style absolument fabuleux. Et merci de citer ce bel essai de Dominique Leroux, l'écriture de Charles de Gaulle, qui fait le pendant à un pamphlet que je trouve assez médiocre de Jean-François Revel, qui s'appelle Le style du général. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-François Revel, qui a une pensée étincelante, et lui aussi qui avait un très grand courage intellectuel, mais De Gaulle lui donnait des boutons. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, alors il est vrai qu'à l'époque, Jean-François Revel, au milieu des années 60, est candidat socialiste aux élections législatives, donc il est un soutien de François Mitterrand, ce qui ne sera plus après. Il est candidat FGDS aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine en 67, à Neuilly. Donc il est très très anti-gaulliste, Revel, et c'est un pamphlet un peu du style de Jacques Laurent, Mauriac sous De Gaulle. Donc, Jacques Laurent, il faut voilà, d'où il vient, il était Algérie française, voilà, etc. Donc on réglait beaucoup de comptes. Et Vichy, donc on réglait beaucoup de comptes. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que De Gaulle est un grand écrivain. Vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, je crois, il y a eu une polémique parce qu'un extrait de son œuvre avait été au bac de français. Je pense que cette polémique aujourd'hui n'aurait plus lieu. Et même François Mitterrand, qui a été impitoyable avec la politique du général dans le coup d'État permanent, et qui lui était aussi un grand écrivain, tout à fait différent, mais un grand écrivain, n'a jamais critiqué le style du général. Et il y a même des mots assez louangeurs sur le style du général. D'ailleurs, on sait maintenant, on sait que l'écriture est une souffrance, par définition. Et que ce qui semble couler de source est le résultat d'un grand labeur. Bon, je compare toujours le geste de l'écrivain à celui de l'artisan, parce que l'artisan, l'ébéniste, le sculpteur, qui fait quelque chose de ses mains, fait des choses apparemment simples, dont le résultat est apparemment simple, et en réalité, cela demande une expérience, un métier et un travail énorme. Bon. Il suffit de voir d'ailleurs les manuscrits du général qui sont raturés comme ceux de Balzac. Ils sont raturés en permanence, et il dit lui-même, il peste un jour, et il dit, j'ai du mal à me séparer des tics d'écriture. Il y a ce rythme ternaire de Chateaubriand, enfin pas que de Chateaubriand, qui vient de très loin. Bossuet, voilà, qui vient de très très loin, qui l'obsède. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une économie de mots et que, je ne sais pas comment dire, il y a une sorte d'élévation qui n'est pas de l'emphase. Ni du lyrisme pompier. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit. Je trouve que c'est ça qui est marquant dans le style du général. C'est-à-dire qu'il ne craint pas de s'élever et de nous élever en même temps. Et je ne dis pas ça parce que je suis un grand admirateur de l'œuvre du général de Gaulle, mais c'est jamais pompier, je trouve. Alors que parfois, c'est compliqué d'être lyrique sans être pompier. Et je crois qu'on le voit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais dans les portraits, qui sont d'une sensibilité extraordinaire. Et là, il n'y a pas du tout d'effet de style ternaire, ni de carcan. Et ces portraits sont d'une grande générosité, d'ailleurs, parce qu'ils sont très psychologiques. Ils ne règlent pas de compte dans ces portraits, même avec Pétain. C'est d'ailleurs incroyable. Est-ce que vous voyez une analogie avec l'écriture de Churchill, qui est très différente, mais Churchill travaillait beaucoup, lui, mais il dictait. Alors, voilà, c'est ce que dit De Gaulle, puisque je sais qu'un jour, quelqu'un lui parle de l'œuvre de Churchill, il dit oui, c'est formidable, mais lui, il dicte, il n'écrit pas. Alors, Churchill est un écrivain. Je ne sais pas s'il méritait le prix Nobel de littérature. Ça, c'est... On laissera la question ouverte. On laissera la question ouverte, mais en tout cas, Churchill a toujours beaucoup écrit dès sa jeunesse, quand il était correspondant de guerre pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud. Bon, il aimait écrire, et il a laissé une œuvre qui ne se résume pas d'ailleurs à ses mémoires sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont passionnantes sur ces années de jeunesse. C'est des vrais romans au Soudan, enfin dans tout l'Empire britannique qui a eu la chance de connaître. Mais je pense que le style de Churchill
est beaucoup moins... Alors, évidemment, il faut le lire en anglais et pas en traduction. Mais moi, je place plus haut Charles de Gaulle comme écrivain que Churchill. Il y a une analogie quand même, c'est qu'ils sont tous les deux très rigoureux et ils vérifient. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ils correspondent ensemble. Quand l'un écrit ses mémoires, il demande à l'autre, est-ce que je ne me trompe pas? Et de Gaulle se faisait amener à Colombey une documentation extrêmement importante pour écrire ses mémoires, notamment sur les sujets où il était apparemment moins à l'aise. C'est vrai que pour traiter, par exemple, des questions économiques, dans les mémoires d'espoir, ce n'est pas sa matrice, l'économie. Et il s'y est mis. De même que le droit constitutionnel et les institutions politiques n'étaient pas sa matrice, mais on sait que dès la Libération, il travaille comme un étudiant sur les manuels de droit constitutionnel, il consulte des professeurs de droit pour écrire lui-même son discours de Bayeux et forger toute sa pensée institutionnelle qui n'allait pas de soi. Est-ce que la première grande rupture politique de Gaulle, qui est celle avec le maréchal Pétain, n'est pas une rupture littéraire au fond, puisqu'il rompt sur l'affaire de la France et son armée? Alors c'est une histoire bien connue désormais. Donc à la fin des années 20, de Gaulle est recruté par la maison Pétain pour écrire une histoire du soldat qui irait de l'Antiquité à 1917. Pourquoi 1917? Parce que Pétain ne veut pas parler de Foch. Il préfère s'arrêter avant 1917. Donc il y a un étudiant de Sciences Po, qu'il retrouvera ensuite à Londres, qui s'appelle René Pleven, dans cette petite équipe. Et puis il y a surtout le capitaine, je ne crois pas qu'il soit déjà commandant, là encore capitaine de Gaulle. Bon. Et donc ce livre est écrit, et en 28, je crois, de Gaulle apprend que Pétain veut publier ce livre. Bon. Et il lui fait une lettre absolument incroyable, où il lui dit, si vous publiez, en substance, si vous publiez le livre, il faut faire mention de ma collaboration. Et c'est là où on voit le dialogue entre un capitaine, bientôt commandant, et un maréchal, absolument incroyable, parce qu'ils parlent non seulement d'égal à égal, mais les lettres de Gaulle, sur le plan littéraire, témoignent d'un sentiment de supériorité. Il y a cet extrait incroyable où il dit chacun sait ce que la France doit au maréchal Pétain, à son génie, etc. Mais 1000 renseignés savent qu'il répugne à écrire. Et il poursuit en disant en substance, si vous publiez ce livre, vous passerez pour ridicule parce que chacun sait que c'est pas vous qui l'aurez écrit. L'homme du 18 juin perce déjà sous le nègre qui se révolte. C'est absolument incroyable. Et donc, Pétain, recevant cette lettre, dit à son officier d'ordonnance, ou à son chef de cabinet, bon, on ne publie pas le livre. Donc, c'est-à-dire, Pétain décide de ne pas publier le livre à la suite de la lettre de ce capitaine de Gaulle, ce qui est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est la première séquence, c'est 1928. Deuxième séquence, 10 ans plus tard. De Gaulle croise dans le salon du colonel Maillère, boulevard Beauséjour, Daniel Rops. Bon. Et Daniel Rops vient de créer une collection chez Plon et demande au colonel de Gaulle d'écrire une histoire du soldat, en gros. Et de Gaulle accepte. Il se trouve qu'entre-temps, il prend un commandement, et donc il écrit à Daniel Rops, chez Plon, écoutez, non, je ne pourrais pas écrire ce livre. Il est à Metz. Voilà, il est à Metz, il dit, je ne pourrais pas écrire ce livre, je n'ai pas le temps. Et on sait que quand il commandait une unité, il laissait personne en repos. Hein. On a tous des témoignages sur l'ardent chef de corps qu'il était. Bon. Et puis Daniel Rops insiste un peu, il dit, finalement, j'ai quand même un livre que j'avais écrit il y a 10 ans, mais qu'il faut que je remanie. Donc, il remanie
le manuscrit initial, il ne remonte pas à l'Antiquité, il se centre sur le soldat français, et il va évidemment, après 17, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, il remet en forme ce manuscrit sans doute pendant l'été 38. Il le fait d'ailleurs relire à son père. C'était peu de temps avant que son père ne meure. Qui est historien, et il le fait relire aussi au colonel Maillère. Et puis pendant l'été, au mois d'août, il écrit au maréchal en lui disant voilà, je vais publier ce livre et voilà la dédicace puisque je veux vous le dédier et donc voilà la dédicace que je vous propose. Et là, la maison Pétain réagit très sévèrement en disant mais ce livre ne vous appartient pas, vous l'avez écrit pendant vos heures de travail, vos heures de service, donc vous ne pouvez pas vous l'approprier et nous ne voulons pas de dédicace, en gros. Et De Gaulle, en fait, avec son éditeur, passe outre. Il passe outre et le livre paraît à l'automne 38 avec une dédicace élogieuse au maréchal Pétain. Et ce livre, d'ailleurs, est plutôt un succès de librairie. C'est plusieurs milliers d'exemplaires, alors que ses précédents livres, c'était quelques centaines, voire un millier d'exemplaires, à tout casser. Enfin, même le fil de l'épée. Ah, le fil de l'épée, un peu plus, mais la discorde, c'est chez l'ennemi de 24, c'est quelques centaines d'exemplaires, dont beaucoup, semble-t-il, ont été achetés par l'ambassade d'Allemagne à Paris. Oui, ils ont beaucoup lu De Gaulle. Voilà, ils ont beaucoup lu De Gaulle. Contrairement à Pétain. Voilà. Et d'ailleurs, ce livre, La France et son armée, je trouve, porte très mal son titre. Parce qu'on a l'impression que c'est un ouvrage strictement militaire, ce qu'il n'est pas. Et en fait, c'est une sorte d'histoire de France à la Jacques Bainville, bien écrite, et qui est un livre absolument formidable. Mais je pense que le titre n'est pas tout à fait représentatif de l'œuvre. C'est une histoire générale de la France et du sentiment national français. Alors évidemment, les questions militaires sont hypertrophiées, puisque c'est un soldat qui écrit, mais il y a beaucoup d'éléments sur l'économie, la sociologie, les mentalités qui sont très intéressantes. Et puis surtout, on voit bien que dans ce livre, le De Gaulle politique perce déjà, parce qu'il a des admirations et une forme de dédain, par exemple, sur le Second Empire. Alors, parmi les noms qu'il cite, et il n'y en a pas tant que ça, il y a un nom que je ne connaissais pas, parce qu'on n'est pas omniscient, un dénommé Paschal-Grousset. C'est Pascal avec un H, Paschal-Grousset. Mais qu'est-ce que c'est ? Et il le met aux côtés de Gambetta, voilà. Et je cherche et je trouve que c'est le jeune ministre des Relations extérieures de la Commune de Paris, qui a 28 ans, qui sera ensuite déporté en Nouvelle-Calédonie, et quand il reviendra de Nouvelle-Calédonie, il sera député de Paris pendant 10 ou 15 ans, à la charnière du 19e et du 20e siècle. C'est, semble-t-il, l'introducteur du football en France, donc c'était un esprit assez étonnant, mais en tout cas c'était un communard. Mais la famille de Gaulle a une relation étonnante avec la commune, parce que la grand-mère a publié Jules Vallès, le père, qui était historien, qui était monarchiste de conviction, accepte de se faire lire par la troupe en 1870, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et donc... Ça, c'est l'anticonformisme. Oui, il y a une sorte de tendresse pour la geste désespérée de la commune. Alors évidemment, on peut imaginer que c'est la commune qui refuse la défaite et qui veut continuer à se battre contre les Allemands, et pas l'iconoclasme de certains membres qui étaient les plus à gauche de la commune. Mais il n'y a aucune direction pour les assaillés. Non. Qui vont se retrouver à Vichy, d'ailleurs, leurs héritiers. Oui, pas du tout. Alors, on disait donc que De Gaulle était un portraitiste tout à fait remarquable et, je disais, généreux, parce que même son portrait de Pétain, il essaie de comprendre et d'expliquer ce qui est arrivé. Alors, il met sa dérive sur le fait de la vieillesse, etc. Le portrait d'Hitler est absolument incroyable, puisque c'est un portrait de chrétien qui dit même le pire des monstres peut se racheter peut-être. C'est tout à fait incroyable.
Et quand il n'aime pas les gens, il les exécute en 2 phrases, il ne règle jamais de compte. Et notamment, je pense au portrait de Lebrun. Pour qu'il soit un chef d'État, il lui manquait 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du portrait de Staline? C'est une chose, à mon avis, c'est un morceau d'anthologie. Oui, parce que c'est quand il raconte effectivement son voyage à Moscou en décembre 1944, avec cette scène absolument incroyable où il pond jusqu'à aller à la rupture, puisqu'en fait, pour resituer ce déplacement qui est quand même assez incroyable, puisque De Gaulle va aux États-Unis et au Canada pendant l'été 1944, c'est entre la libération de Paris entre le débarquement de juin 1944 et la libération de Paris. Ensuite, à partir du 25 août, il commence à courir la France, puisque de septembre 1944 jusqu'à janvier 1946, il fera plus de 150 déplacements en France. Et dans cette période, il décide d'aller à Moscou. Et il part un mois. Il passe par Le Caire, Téhéran, et ensuite alors en retard à en Moscou. Plus on arrive à Moscou. Donc c'est assez incroyable. Il va à Stalingrad, ou ce qu'il en reste. Enfin, c'est un voyage assez incroyable. En fait, De Gaulle part à Moscou, et d'ailleurs un de ses accompagnateurs est le diplomate soviétologue Jean Laloy, qui ensuite fera une œuvre qui fait toujours autorité sur les questions relatives à l'Union soviétique. Donc il y va pour ce qu'on appellera, pour sceller la belle et bonne alliance, qui est l'alliance franco-russe traditionnelle, puisqu'il est toujours aussi dans une profondeur historique très grande, alors que Staline, lui, il a un seul objectif, c'est qu'il veut que la France reconnaisse le gouvernement communiste polonais de Lublin. Parce que il y a évidemment des Polonais communistes alignés sur l'Union soviétique, et il y a depuis 1940 le gouvernement polonais, enfin depuis 1939, le gouvernement polonais en exil, qui vient d'abord en France après l'invasion de la Pologne en septembre 1939, et qui ensuite sera à Londres. Donc De Gaulle connaît la Pologne, il y a été de 1919 à 1921. Il a fréquenté les Polonais de Londres pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour lui, même si certains ont tenté de lui faire un mauvais procès, il n'est pas question de reconnaître le gouvernement de Lublin. Et donc ils aboutissent à une rupture. Et donc De Gaulle, en gros, dit si c'est comme ça, je rentre chez moi. Et finalement, un accord est trouvé en pleine nuit, et c'est là que De Gaulle décrit une scène digne de ce qu'on appelle le despotisme oriental, où on voit Staline avec ses féaux, et je crois qu'à un moment il dit les diplomates c'est fait pour être exécutés. Ça fait 6 pages. Ouais, c'est incroyable, c'est une vraie scène de genre. Je pense d'ailleurs, ça n'a jamais été fait pour ne pas nuire à la cohérence de l'œuvre. Il ne serait pas inutile d'éditer, avec l'accord des ayants droit, des morceaux choisis des mémoires de guerre. Parce qu'il y a vraiment des scènes de genre. Et ce voyage à Moscou est une scène de genre. Et d'ailleurs, il y a souvent, j'en profite, une erreur que je lis dans beaucoup d'articles. Parce que dans beaucoup d'articles, on dit De Gaulle est allé à Moscou pour dissoudre les milices patriotiques qui étaient le bras armé et militaire du Parti communiste, et il a négocié le retour de Thorez. Bon. En fait, quand on regarde la chronologie, c'est pas ça du tout. Elles ont été dissoutes avant. Elles ont été dissoutes au mois d'octobre, et Thorez est rentré en France avant que De Gaulle soit allé à Moscou. Donc il n'y a pas eu du tout de négociation, et ça tord le cou à cette idée qui court toujours, De Gaulle agent des communistes, agent de l'Union soviétique. Enfin, qui repose strictement sur... Voilà, j'ai lu dans une revue d'histoire que je ne citerai pas, mais
qui est édité par un grand quotidien national il y a 2 ou 3 ans, que le général de Gaulle aurait été recruté par le KGB en 1936 parce que son ancien compagnon d'infortune dans un nauflague, le futur maréchal Tukhachevski, donc c'était avant qu'il soit épuré et zigouillé quelques mois plus tard, lors d'un voyage à Londres, se serait arrêté à Paris, que les anciens de l'Oflag auraient fait un dîner à Paris et que c'est là que Charles de Gaulle aurait été recruté par le KGB, dont il aurait été un agent toute sa vie durant. Enfin, voilà, jusqu'en 68. Voilà, jusqu'en 68, parce qu'il irait à Baden, et s'il va à Baden, c'est qu'il y a le général soviétique qui commande les troupes soviétiques en Allemagne, qui vient le voir en secret. Enfin, tout ça, ce sont des fadaises auxquelles il faut tordre le cou, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le faire, parce que certaines personnes qui s'autoproclament historiens l'écrivent et le pensent. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, parce que c'était un grand soviétophile qui va à Varsovie en 1967, en leur expliquant qu'il est temps qu'ils reprennent leur indépendance. Donc, De Gaulle portraitiste, il y a aussi un autre sujet, c'est Roosevelt. Il est d'une grande indulgence, étonnamment, avec Roosevelt. Oui, alors qu'il aurait pu ne pas l'être. Alors que ça se passe très mal, il y a des gens de l'OSS derrière les rideaux lors de leur première rencontre, mais quand Roosevelt meurt, qui décrète 8 jours de deuil national, ce qui est exceptionnel à l'époque. Et il explique en gros qu'il se serait bien entendu s'ils avaient pu se connaître hors conflit. Oui, c'est cette mansuétude à l'égard de Roosevelt, qui pourtant ne lui a rien épargné, est assez étrange. Mais je pense que c'est sa marque de fabrique. Il essaye, alors personne n'est parfait et lui ne l'est pas plus que quiconque, mais il essaye toujours de s'élever par rapport à la conjoncture et par rapport aux circonstances, et il essaye d'avoir, je pense, une vision historique de l'actualité. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que l'actualité est faite de passion, est faite de conflits, est faite souvent de haine. Et il essaye de s'exhausser de cette actualité pour dire qu'est-ce que l'histoire gardera. Et il doit se dire, l'histoire gardera de Roosevelt, qu'il a su faire rentrer les États-Unis dans la guerre, ce qui était absolument indispensable, alors que l'opinion publique était massivement pacifiste. Il a su mobiliser l'appareil industriel américain, c'est ce qu'il dit dès l'appel du 18 juin d'ailleurs, les immenses possibilités de l'industrie américaine, sauf que quand il le dit, cette industrie américaine-là n'est pas tournée du tout vers l'armement, puisque c'est une toute petite puissance militaire en 1940, les États-Unis, et après Pearl Harbor, encore moins. Donc je pense qu'il reconnaissait cette capacité qu'a eu Roosevelt de bien conduire la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il avait quand même beaucoup de raisons quand on pense que les États-Unis n'ont reconnu le gouvernement provisoire de la République française qu'en octobre 1944. De Gaulle répète hier, le gouvernement français est ravi que l'Amérique veuille bien l'appeler par son nom. Voilà. Je ne le remercie pas. Voilà. Vous avez employé un mot très important, il faut séparer l'actualité de l'histoire, toujours chez De Gaulle, et De Gaulle s'y efforce. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il utilise très souvent la troisième personne, que certains, comme Jacques Laurent, que vous citiez, ont pris pour un orgueil absolu, mais est-ce que ce n'est pas au contraire, un peu comme César dans la guerre des Gaules, la volonté de s'extraire et de respecter le lecteur et d'être historien autant qu'acteur et témoin? C'est pour ça qu'il aimait ces dialogues avec Malraux, parce que ce que vous dites me fait penser à ce discours de Malraux post-mai 68, où il dit, je cite de mémoire, on n'a pas plus prévu 10 millions de grévistes qu'on avait en 40 prévu 2 millions de prisonniers, virgule. Ces événements-là n'appartiennent pas à la politique, mais à l'histoire. Et la politique, c'est ce qu'il reste quand il n'y a pas d'histoire. Voilà. Ce qu'on appelle des sports. Voilà. Bon. Donc ça, c'est exactement sa marque de fabrique. Et donc, il essaye toujours, dans une sorte de dédoublement de la personnalité, en réalité, de resituer son action
dans le temps long. Et ça me fait penser aussi à une réflexion à un de ses compagnons dans les années 60 où il dit finalement ce que nous aurons fait de plus grand, c'est quand même la France libre. Voilà. Et alors, il ne mésestime pas l'œuvre de la Ve République, la nouvelle Constitution, la réforme économique et sociale, la construction de l'Europe, la politique d'indépendance nationale, mais il essaye de s'élever et il dit finalement, qu'est-ce qui aurait été le plus important? C'est quand même la France libre. Oui, parce que c'est vraiment le titre du livre de René Cassin, Des hommes partis de rien. Et de rien, voilà. Alors peut-être pour conclure, s'il faut conclure, est-ce que De Gaulle aurait été heureux d'entrer à l'Académie française, comme on l'a dit? Ça, je n'en sais rien, mais je pense qu'il estimait que depuis le 10 juin 40, comme il l'a écrit lui-même, il était hors de toutes les séries. Hors de toutes les séries. Donc je pense que c'était vrai aussi bien de la hiérarchie militaire, donc il refuse toute promotion, évidemment, toute retraite, toute pension. D'ailleurs, il y a une exposition au service de la défense au château de Vincennes très intéressante sur ce De Gaulle militaire-là. Donc c'est vrai dans l'ordre militaire, et je pense que c'est vrai pour tout ce qui concerne les autres institutions, entre guillemets, puisque l'Académie est aussi une institution littéraire. Il s'y intéressait beaucoup. Il s'y intéressait beaucoup, puisqu'il voilà, c'est clair. Il a in fine accepté que Paul Morand soit candidat, mais sans le recevoir. Je pense que ça ne lui a pas traversé l'esprit en réalité. Parce que je pense qu'il considérait à juste titre que depuis le 18 juin 40, il était d'un autre ordre. Et ce n'était pas d'ailleurs du mépris, parce qu'il était très attaché aux institutions, très attaché, mais c'était quand même un curieux mélange, puisqu'il était attaché aux institutions et en même temps révolutionnaire. Il n'aimait pas les puissances d'établissement. Donc c'est ça, je pense, qui fait la singularité de De Gaulle. Il est vraiment hors de toutes les séries, et donc il ne se voyait pas dans les ordres habituels. Alors là, on n'est pas du tout dans l'ordre littéraire, dans ce que je vais dire, mais en 58, ce qui est quand même incroyable d'ailleurs, qui a été très critiqué à l'époque et ensuite, c'est qu'il, évidemment, il consent à aller devant l'Assemblée nationale pour demander la confiance, mais une fois qu'il a parlé, il tourne les talons et il ne répond pas aux orateurs, et il n'assiste pas au vote. Ce qui est effectivement incroyable, mais il considère que, voilà, je reviens aux responsabilités pour régler la question algérienne et pour donner de nouvelles institutions à la France, avec les conditions d'ailleurs édictées dans la loi du 3 juin 58, qui fixe le cadre de la future révision constitutionnelle. Mais je ne vais pas rentrer dans la polémique et le débat. C'est la même attitude qui lui a fait ne pas faire campagne en 65, ce qui d'ailleurs était une erreur, puisqu'entre-temps, la télévision était arrivée dans les foyers de tous les Français. Il s'est bien rattrapé quand même. Et il s'est rattrapé in extremis entre les deux tours, mais il a refusé de faire campagne avant le premier tour, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas à faire campagne. Voilà, donc je pense que sa relation à l'Académie française est celle-là, c'est-à-dire qu'il a une très grande admiration pour ce que représente l'institution, pour la plupart de ses membres, sans doute pas tous, parce que comme c'est un lecteur avisé, il sait reconnaître le vrai écrivain du faux, mais pour ce qui le concerne, je pense que la question s'est jamais posée, même si d'autres l'ont imaginé pour lui. Je dois dire d'ailleurs, alors je n'ai pas une connaissance précise des évolutions de la composition de l'Académie, mais de son vivant,
l'Académie n'était quand même pas très gaulliste. Elle le deviendra ensuite avec Maurice Schumann, avec Druon, Perfit, Debré et quelques autres. Mais l'Académie des années 50 et 60 n'est pas très gaulliste, me semble-t-il. Ben merci beaucoup, Hervé Guémard. Merci.